Bonjour Sonia, comment vas-tu? Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie respiratoire. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours qui t'a mené à la kinésithérapie respiratoire? Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler en pédiatrie. Donc, au sorti de mes études, je suis allée tout de suite à l'hôpital Neckar Enfants Malades, où je voulais spécialement m'occuper des enfants. Et en fait, je me suis retrouvée tout de suite dans le monde de la kiné respiratoire. Ça m'a passionnée tout d'emblée. Voilà, c'était mon grand coup de cœur. De m'occuper des enfants et puis de m'occuper de leurs petites bronches. Et puis, de fil en aiguille, voilà, c'est resté ma passion. Et je me suis vraiment spécialisée en pédiatrie, en tous les domaines, surtout dans le domaine du développement neuromoteur de l'enfant, et puis en orthopédie, en rhumatologie, enfin plein de choses liées à l'enfant, mais essentiellement sur la partie pneumologie. Et donc, je me suis occupée pendant presque 10 ans à l'hôpital Necker des petits enfants qui ont des bronchiolites, des asthmes, la mucoviscidose et puis plein d'autres pathologies respiratoires. Voilà. Et depuis 1 an, je suis en libéral et je continue dans mon cabinet avec ces petits patients à faire la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des diplômes, des certificats, des études particulières pour bien connaître cette discipline? Alors, c'est une discipline qu'on apprend à l'école, mais qui reste extrêmement théorique à l'école. C'est vrai que moi, je me sentais absolument pas capable de prendre en charge des patients, donc j'ai été formée au départ à Necker avec mes collègues. Et après, j'ai appris beaucoup sur le tas, en fait, en touchant 30, 40 bébés par jour, toucher des thorax différents, ausculter tous les jours tous mes patients en début, milieu, fin de séance. En fait, ça a fait de l'écoute, c'est à travailler ma main. Et à côté de ça, j'ai fait d'autres formations. J'ai eu la possibilité de faire un DU à Béclair avec Monsieur Fosser. J'ai fait des techniques, des formations auprès de Hugues Gaucher sur le drainage autogène, sur la réhabilitation respiratoire, et puis d'autres formations, pareil, toujours ciblées sur les pathologies bronchiolites, asthme, mucoviscidose. Et du coup, ça m'a permis de compléter mes connaissances, mais surtout peut-être plus de mettre de la théorie sur ma pratique que je développais initialement à l'hôpital avec les patients, en fait. Oui, il y a une grande différence entre effectivement la théorie et la pratique. Tes auscultations t'apprennent plus que la théorie ou les livres, a priori. En fait, c'est que on a un enfant dans les mains et sous les mains même, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et on nous demande un certain travail. On a un objectif de travailler la pompe ventilatoire, d'aider le patient à ventiler ou à être désencombré. Malheureusement, un livre, on peut lire plein de choses, mais de là à avoir le ressenti sous les mains et savoir quoi faire à quel moment, il faut avoir une certaine pratique et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre métier, on a cette possibilité de pratiquer et d'avoir plein de connaissances qui nous permettent de compléter notre pratique, en fait, qui vont nous dire, bah voilà, j'ai un patient sous les mains et c'est un patient global, donc je vais devoir poser plein de questions pour correspondre à ce que je sens sous les mains et vraiment orienter ma thérapie, orienter mes objectifs, mon diagnostic et ma prise en charge. Donc, la théorie est vraiment nécessaire à mettre en relation avec notre pratique parce que du coup, elle va nous donner quelque chose de très global et d'amener une bonne kinésithérapie respiratoire. Alors, c'est vrai que le lieu commun, c'est de penser que la kinésithérapie respiratoire, dès qu'on va parler de kiné respiratoire, on va penser bronchiolite, pardon, l'enfant de 3, 4, 5 mois et rien d'autre. Pourquoi ta gamme de traitement, elle s'adresse à qui? J'imagine qu'à l'hôpital, tu n'avais pas des adolescents de 14 ans. Donc, alors si, en fait, j'ai travaillé en service de néonatologie, donc j'avais des très grands prématurés où j'ai fait beaucoup de kiné respiratoire chez eux. Très grand prématuré, c'est quoi? C'est à partir de 25 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est les premiers bébés qu'on peut réanimer et qu'on peut accompagner, qu'on aide à survivre et à vivre après. Donc, chez eux, on leur fait de la kiné respiratoire très, très précocement quand ils en ont besoin. Et ils en ont besoin.
Et l'hôpital Necker, en fait, c'est un hôpital pour les enfants, mais les enfants, c'est de 0 à 18 ans. Donc, j'ai aussi touché des thorax presque d'adultes chez des grands adolescents. Et puis, j'avais tous les enfants sur les pathologies respiratoires qui existent en période d'hiver, mais aussi en période d'été avec les asthmes, tous les pollens qui arrivent, etc. Donc, il y a des pathologies toute l'année qui font qu'on a de la kiné respiratoire à réaliser en fait tout au cours de l'année. Oui, dis-moi. Ouais, pardonne-moi, juste avant de voir les différentes techniques, quelles sont les différentes pathologies qu'on rencontrera? Alors, à l'hôpital, c'est un petit peu spécifique, j'imagine, et peut-être en libéral, qu'est-ce qu'on risque de retrouver, toi qui as l'expérience et hospitalière et libérale, quelles sont les grandes différences entre les deux? Alors, depuis un an, on a quand même beaucoup moins de bronchiolite en libéral. Ça, faut le savoir. Mais en fait, une fois qu'on est connu des pédiatres, on nous envoie énormément d'enfants en bas âge, notamment pour tout ce qui est apprentissage du mouchage, surveiller la ventilation de ces enfants. Donc, au niveau, ça, on en reparlera, mais au niveau pathologie, on voit des bronchiolites, on voit des asthmes du nourrisson, on voit des asthmes de l'enfant. On voit des patients avec la mucoviscidose, des patients avec des dyskinésies ciliaires primitives, avec des dilatations des bronches, plein de pathologies qu'on peut retrouver chez l'enfant. Mais du coup, tout ce que je propose, j'en parle beaucoup au niveau pédiatrie, mais toutes ces techniques-là peuvent s'utiliser chez l'adulte. En fait, elles sont reproductibles chez l'adulte et on peut s'en servir. Et tout le bilan, il faut enlever la partie pédiatrique, mais tout est reproductible chez l'adulte aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir étayer toutes ces pathologies qui sont des pathologies pulmonaires qui ne sont pas forcément liées à l'enfant, en fait, qui vont exister, qu'on va retrouver aussi chez l'adulte, l'asthme qu'on peut retrouver chez l'adulte et autres pathologies. Et, à ton sens, le degré indispensable de la kinésithérapie, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est respiratoire évidemment, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire et qui permet de soit de soigner, soit de guérir, soit d'éviter des hospitalisations, voire des prises de médicaments au long cours? Est-ce que c'est quelque chose qui évoque? Alors, je parle à la passionnée de kinésithérapie respiratoire que je suis. Donc, pour moi, c'est salutaire. En fait, c'est salutaire chez les patients qui ont des troubles respiratoires, dans le sens où leur apprendre à ventiler très précocement, leur apprendre à prendre leurs médicaments, bien prendre leurs aérosols très précocement aussi, de faire du sport, de faire travailler en prévention de troubles orthopédiques qui peuvent arriver chez le patient qui a la mucoviscidose, par exemple, faire du muscle. Faire du muscle, ça va éviter que pendant les périodes de crise respiratoire, on soit moins fatigué, que le muscle ne demande pas autant d'oxygène et que le patient puisse respirer le mieux que possible, mais toujours en ayant quand même un peu d'activité à côté, parce que imaginons quelqu'un qui est complètement, qui a très peu de muscles, qui a vraiment pas de force. Quand il tombe malade, il tombe vraiment malade. Il peut plus marcher, il peut plus se déplacer, il est vraiment dépendant. Alors que de travailler en amont, de faire du renforcement musculaire aussi chez ces patients, ça va leur donner une certaine, un certain stock de muscles et ça va éviter qu'en période d'exacerbation respiratoire, le poumon qui demande beaucoup d'oxygène n'ait pas à en donner autant aux muscles et du coup que le patient puisse quand même conserver un minimum d'autonomie pour ces périodes-là. Donc je parle surtout, quand j'explique ça, c'est vraiment les pathologies chroniques assez graves comme la mucoviscidose par exemple. Mais en fait, par exemple, ces enfants-là qu'on a de manière très précoce en cabinet, on va les avoir maintenant dès la naissance, 5 jours par semaine. On va devoir apprendre aux parents comment les faire ventiler, comment les faire bouger pour que on fasse de la prévention, pour qu'on garde leurs poumons dans le meilleur état, qu'on évite les surinfections sur les 2 premières années de vie, parce qu'on sait actuellement que c'est sur ces 2 premières années de vie que se base en fait leur pronostic vital en fait. On sait que s'ils attrapent certains germes à ce moment-là, leur espérance de vie est clairement diminuée. Donc, il faut absolument donner les bons conseils tout de suite, avoir être un vrai guide pour les parents et pas avoir la connaissance, mais surtout la transmettre et faire en sorte que tous les professionnels, les personnes autour de ces enfants-là aient le même discours, accompagnent correctement dans le bon sens et les mêmes outils surtout.
Alors, tu parles de technique, justement. Si on rentre dans ce sujet-là, on a toujours tendance à penser qu'il y a deux grandes écoles et que ces deux grandes écoles ont tendance à s'opposer. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il doit y avoir des trucs bien sur une école et moins bien sur d'autres. Il doit y avoir des complémentarités qui doivent se faire. Donc, on parle toujours de l'autogène et de l'accélération du flux respiratoire. Peut-être tu peux nous expliquer déjà en quoi consistent rapidement ces deux approches et quelles sont les complémentarités. Oui, alors après, c'est des deux techniques qui sont longues à expliquer et qu'on ne peut pas non plus complètement développer, mais la technique d'accélération du flux respiratoire, maintenant, elle n'est plus pratiquée. On parle vraiment plus d'augmentation du flux respiratoire. Ouais. Ça se rapporte plutôt à une technique comme Eltegol où c'est vraiment de l'expiration lente prolongée. C'est juste modifié un peu sur l'intitulé est modifié, mais en fait, ça correspond à des expirations lentes qu'on accompagne dans différents volumes. Notre patient, je prends une bronchiolite, il va avoir un volume courant, c'est-à-dire sa respiration normale. Pendant que je suis en train de te parler, là, je suis dans mon volume courant, qui va plutôt être dans son volume de réserve inspiratoire, donc il va avoir du mal à souffler, qui va avoir de l'air qui est piégé dans ses poumons. Et ben en fait, on va appuyer sur son thorax pour le faire sortir doucement et l'accompagner. Donc ça va plutôt être de l'AFE, donc de l'augmentation du flux expiratoire. Cette technique, avant, on parlait d'accélération parce qu'on mettait de la vitesse, voilà. Sauf que en faisant ça, en fait, on a tendance à collaber les bronches et cette technique n'est pas intéressante au sens propre où on veut ventiler, où on veut drainer un poumon. Maintenant, en comparatif, tu parles du drainage autogène, qui est une technique où on va travailler sur l'inspiration. On a pareil notre patient qui est distendu, qui va avoir un volume courant plutôt dans son volume de réserve inspiratoire, c'est exactement la même chose, sauf que lui, on va le dégonfler doucement, donc on va l'accompagner dans son volume de réserve inspiratoire, on va lui demander de faire une pause téléinspiratoire pour bien ventiler ses poumons, et doucement, on va chercher un souffle parfait où il va se relâcher, ça va se rapprocher du soupir, et de lui-même, en fait, il va dégonfler son poumon et ça va nous permettre de drainer son poumon, de remonter certaines sécrétions, etc. Donc, en fait, ces deux techniques, ils n'ont pas du tout les mêmes manières d'être réalisées. Maintenant, ces deux techniques sont utilisables en séance, en fait. Ce qui est important, c'est pas le choix de la technique, c'est à quel moment j'utilise quelle technique par rapport à ce que je sens sous mes mains. Par exemple, je prends un patient qui est fatigué, je vais lui faire du drainage autogène. Donc, cette technique où ça va être plutôt l'expiration est complètement passive, où on va chercher à ce que le patient se détende, que le souffle soit bien chaud. Donc, il y a toute une éducation qu'on va apprendre aux enfants, mais qui est quand même pas forcément simple à apprendre dès le départ. Donc, c'est plutôt vers l'âge de 5-6 ans qu'on commence à être beaucoup plus acteur de cette kinésithérapie. Avant, on va le faire passivement avec eux, mais on va les accompagner doucement, sans chercher de pleurs ni quoi que ce soit. Et mettons le patient, je reviens sur mon petit patient, je sens des sécrétions qui sont très proximales. C'est la fin de la séance, il est fatigué. Je vais lui faire dans ce cas-là une accélération du flux expiratoire. J'ai bien dit le mot accélération pour venir dégager les sécrétions qui sont vraiment dans les bronches qui sont très hautes, proches de la trachée, et pour que le patient à la suite il vienne cracher et se dégager en fait. Donc les deux techniques peuvent être utilisées et l'une peut être, j'utilise pas d'AFE, j'utilise un AFE quand j'en ai besoin en fin de séance. Voilà, mais je connais le principe de plein de techniques et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir les utiliser au bon moment. Voilà. C'est ton diagnostic, ton écoute, ton auscultation qui vont permettre de dire j'ai besoin de ça à tel moment et en fonction de l'état général. Mais là, il y a une chose qui m'interpelle, c'est le fait que tu sollicites quand même à un certain moment la volonté, la réponse du patient, mais quand tu as un bébé, quand tu as un jeune enfant qui lui, tu lui dis souffle. Ouais, alors c'est ça où c'est un peu l'intérêt de cette formation, c'est que ce que je viens de dire, c'est
qu'à partir de 6 ans, en fait, les choses sont beaucoup plus Ouais. réfléchies. L'enfant, il est vraiment plus dans l'âge où il comprend plus les rituels, il va être plus actif de sa rééducation. Et avant ça, tout le monde à l'hôpital, tout ce que j'ai vu là sur les 10 dernières années, c'est qu'on fait presque que du passif sur ces enfants-là, alors que en fait, pas du tout. Très précocement, on peut leur faire des jeux, leur faire des exercices qui vont progressivement les amener à avoir un souffle parfait, les aider à se désencombrer et surtout va faire en sorte que l'enfant participe, comprenne déjà le souffle. Par exemple, je prends un exemple typique, le mouchage chez l'enfant, donc qui est quand tu me parles des 2 techniques ventilatoires, moi je vais commencer par te parler de mouchage parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de kiné respiratoire si on a le nez bouché, c'est pas possible. Donc apprendre à un enfant à se moucher précocement, c'est mon objectif. C'est un vrai objectif de kiné. Donc, on montre toujours le mouchage sur le côté chez l'enfant, où on vient le bloquer sur la table, etc. Mais en fait, à partir du moment où l'enfant tient assis, vers 9-10 mois, l'enfant, on peut lui faire un vrai mouchage assis, où on va avoir un réflexe où l'enfant va commencer à souffler par les narines, il va commencer à se dégager, et du coup, on pourra lui proposer beaucoup plus facilement de se moucher dans un mouchoir. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, par la suite, d'apprendre à extérioriser les sécrétions aussi. Donc quand on va dire à un bébé on va lui passer sa brosse à dents, il va avoir un peu de mousse dans la bouche, on va lui apprendre à cracher ce qu'il a dans la bouche. C'est pareil, c'est un prérequis pour apprendre à cracher ses sécrétions. Donc ça, c'est une technique, le mouchage. On fait le mouchage allongé pour le tout petit, mais à partir de 1 an, il faut penser à moucher les enfants assis. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on va faire et en fait, il y a des jeux aussi qu'on va pouvoir proposer à certains âges. Mais pour ça, il faut connaître. Oui. Attends, parce que là, tu m'as interpellé sur le mouchage. Il y a quand même aussi pas mal de polémiques. On va revenir sur tes jeux et tes approches ludiques. Mais sur le mouchage, juste un petit mot quand même, parce que c'est toujours assez polémique là-dessus. Pression, pas de pression, aspiration. Ce qui est montré dans les maternités, c'est un coton qu'on humidifie et on nettoie à l'intérieur du nez comme ça et ça suffit. Et on apprend ça aux parents actuellement. On m'a appris ça à moi qui ai eu plusieurs enfants, 3 fois d'affilée même. Du coup, j'étais à chaque fois interpellée en leur disant non, mais je vais me débrouiller pour le moucher, il n'y a pas de problème. Mais presque avoir honte de faire un vrai mouchage en fait. Il y a des gens, non, c'est pas un coton qu'on met dans le nez. Et du coup, en fait, je me retrouve souvent avec des parents complètement démunis qui ont un bébé en été qui va super bien et là, hop, premier hiver, le nez tout bouché, il est hyper mal, ils savent pas le moucher, voilà. Et pourtant, il a des fois 5-6 mois, on se dit que il a plus une respiration qui est juste nasale. Il peut respirer un peu par la bouche, mais non, en fait, ça suffit pas. Il est pas bien. Et du coup, je me retrouve très régulièrement à voir en séance des patients juste pour apprendre aux parents à moucher leurs enfants. Donc, ce qu'on explique, c'est que par exemple pour le tout petit, nous à l'hôpital, on aimait bien moucher les bébés sur le ventre, donc ils étaient à plat ventre. La tête tournée sur le côté, ça nous permettait vraiment de bien les installer, d'éviter les risques de fausse route, les risques d'inhalation. Ce qui est important en fait, c'est pas le débit, ça va être la quantité d'eau. Ce qui est montré au niveau RL maintenant, c'est que même les techniques de mouchage rétrograde, antérograde, où on vient fermer la narine, renifler ou souffler, c'est pas aussi efficace que de drainer avec un grand volume d'eau. Donc, ce qu'on va privilégier, ça va être vraiment plus de faire passer doucement avec un débit continu une quantité d'eau importante qui va nous permettre de nettoyer vraiment le nasopharynx, la partie du cavum, avec un volume d'eau qui correspond à la taille de l'enfant. Donc, chez un petit bébé, je parle pas avant 3 mois, mais à partir de 3 mois à peu près, on va plutôt utiliser une quantité de 10 millilitres par narine. Chez un adulte, en comparaison, c'est 240 millilitres d'eau qu'on va utiliser pour toute la cavité nasale. Donc, on va mettre une première fois 120 d'un côté, puis 120 de l'autre. Donc, ça, c'est ce qu'on verra en formation. Il y a des outils qu'on peut utiliser, des espèces de poires, de matériel qu'on utilise avec un débit lent et prolongé et une quantité d'eau salée. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'eau, il faut qu'elle soit tiède. Donc, par exemple, comme astuce, de mettre les bouteilles de sérum
dans sa poche de blouse pour les réchauffer un petit peu. Ça peut être un conseil qu'on peut donner aussi aux parents avant de moucher leur enfant, parce que c'est pas agréable de moucher avec de l'eau très froide dans le nez. Je suis content de t'entendre dire ça parce qu'on voit encore certaines vidéos où on voit le bébé qui est effectivement, ou l'enfant, qui est collé contre la table avec une grosse pression avec la pression. La pression, elle est douloureuse. Ah oui. Il pleure, alors que en fait, plus on apprend comme ça doucement aux enfants, tout seuls, ils vont d'eux-mêmes chercher de quoi se moucher après. Alors, je prends l'exemple de mes enfants parce que c'est le cas. Mes enfants, quand ils ont le nez bouché, ils vont chercher le kit de mouchage. Ils viennent me voir, tu viens m'aider, et ils le font tout seuls dans la baignoire. Donc, en fait, c'est une manière d'apprendre aussi précocement aux enfants à avoir le nez propre. C'est une toilette qu'il faut apprendre dans tous les cas. Donc, ce qui est aussi un élément important, c'est qu'il faut le faire pas en période où on est malade. Il faut commencer quand on n'est pas malade. C'est ça qui est aussi la clé pour que l'enfant il accepte quand il est malade de le faire beaucoup plus fréquemment, par exemple. Mouche bébé ou pas? Mouche bébé, ça peut être un complément pour les parents qui sont pas très à l'aise et qui ont le sentiment qu'ils puissent en rester un petit peu. Oui, ça. Je suis pas pour, je suis pas contre. Chacun fait comme il veut. Maintenant, il y a des mouches bébés où on aspire. Ceux-là, je les conseille pas parce que même s'il y a des filtres, je suis pas sûre de la qualité du filtre en question. Et je pense que clairement, les enfants et les parents déjà mélangent assez leurs germes. Ça sert à rien de renifler en plus, d'aspirer les sécrétions du bébé par la bouche. Il y a des aspirateurs de mucosité électrique. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Mais une fois qu'on sait bien moucher un bébé, on n'a absolument pas besoin de mouche bébé. Ça va. Ouais. Mais c'est pas rédhibitoire complètement. Ouais. Non, faut être honnête. La nuit, quand les parents ils sont fatigués et qu'on est complètement diminué face à un bébé qui respire pas bien, on utilise tout ce qu'on a sous la main en fait. Et je les comprends très bien et je suis la première à l'avoir utilisé. Donc voilà. Je t'ai interrompu sur les jeux. Donc il y a des techniques, des stratagèmes, des petits. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ce que je vais apporter en formation, c'est ça le but de cet échange. Et c'est une réflexion que j'ai eue du coup à l'hôpital où on est dans des chambres où il n'y a pas de jeu, où il n'y a rien, et on doit venir faire des séances de kiné respiratoire à des enfants plusieurs fois par jour. Comment rester ludique, intéressant, on n'a pas de matériel, comment faire? Et en fait, ça m'a rapproché d'une association où j'ai demandé s'ils pouvaient nous aider pour avoir du matériel pour faire des jeux de souffle avec les enfants. Donc, je me suis questionnée beaucoup avec une de mes anciennes collègues sur quels jeux on pouvait utiliser, comment on pouvait les utiliser. Mais en fait, pour ça, il faut être. Ce qui a été déclencheur, c'est que j'étais formée en éducation thérapeutique. Et en fait, une fois qu'on connaît un peu les âges des enfants, ce qu'un enfant est censé savoir faire, à quel âge il est censé le faire, ça oriente aussi sur les types de jeux qu'on peut faire. Par exemple, de 3 à 6 ans, l'enfant, il est très conte. Les contes, par exemple, le conte des 3 petits cochons, c'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup entre 2 et 4 ans. C'est vraiment presque la Bible chez eux, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Le loup, il souffle, les enfants, ils comprennent ça. C'est quelque chose qui leur parle. Donc en fait, l'idée c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux utiliser comme outil pour attirer l'enfant, lui donner envie de partager un moment avec un kiné où on va devoir faire du muscle, ventiler, souffler, éventuellement cracher, se moucher. Plein de choses qui sont pas forcément très fun, mais qui doivent être malheureusement réalisées tous les jours et aussi avec les parents. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, par exemple, à des enfants de 8 ans qui aiment le foot? Il y a des espèces de plateaux de foot où on peut jouer avec un petit ballon. On va demander à l'enfant de souffler longtemps pour lancer la balle dans les buts. Voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément d'emblée, mais qui sont abordables pour tout le monde. Par exemple, faire des dessins, il y a des stylos où on peut souffler dedans. Alors bien sûr, après, ça se nettoie. C'est que pour passion unique, on est d'accord. Mais du coup, on peut faire des dessins avec des pochoirs. On peut les engager à apprendre à utiliser des appareils de ventilation, donc des aides instrumentales. Tant qu'ils sont petits, c'est un peu compliqué, mais à partir de 4-5 ans, quand ils commencent à mieux comprendre et à mieux gérer leur souffle, il y a plein de possibilités en fait avec eux. Et voilà, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce que je peux leur proposer.
Et en fait, Comme à l'hôpital, en fait. ouais, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, il y a la partie théorique qui est indispensable, qui permet de comprendre le fonctionnement du système respiratoire de l'enfant et du jeune enfant, de l'adolescent, voire même de l'adolescent, effectivement. Après, il y a toute la partie auscultation, toute ton expérience de pratique d'auscultation, de sensation, de perception. Et après, c'est d'une certaine manière, c'est du bon sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui me permettrait de faire ça? On n'a pas besoin, enfin, j'imagine que sur certaines pathologies, on a peut-être besoin d'un minimum de matériel, mais que le reste, c'est du bon sens et du stratagème. Alors en fait, en matériel, t'as pas besoin de grand-chose. Faut être honnête, l'idée, c'est ça. C'est avec peu de matériel, je peux faire beaucoup de choses. Il y a des choses qui, par exemple, je te prends des petites balles de ping-pong qui se lavent, un jeu de capla. Donc les caplas, c'est des jeux en bois pour faire des tours, etc. Tu peux faire des parcours. Tu demandes à l'enfant de souffler et d'amener la balle d'un point A à un point B. Et tout simplement, ça va l'obliger à souffler de manière longue, prolongée. Tu vas faire de l'expiration lente prolongée. Mais du coup, lui, il va croire que c'est un jeu. Pour toi, c'est déjà un objectif. Alors après, tu peux mettre tes mains sur son thorax, ça augmente l'exercice. Enfin, il y a plein de manières où, en fait, subtilement, tu vas amener l'enfant vers l'expiration ou l'inspiration parfaite que tu recherches. Et tu cherches à la travailler. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce sont des enfants, donc il faut que ta séance, elle reste ludique, elle reste intéressante pour eux. Ce que je disais avec l'éducation thérapeutique, c'est qu'en fait, déjà, tu pars d'un contrat qui est un contrat éducatif réalisé au départ avec les parents, parce que en fonction de l'âge de l'enfant, tu as toujours les parents dans la boucle, mais tu vas partir d'un constat, ce que l'enfant il connaît de sa pathologie, ce qu'il veut en faire, ce qu'on a comme moyen, etc. Et à partir de ça, ben tu vas dire, alors là il a, je sais pas, mettons il a 11 ans, à 11 ans, l'enfant il a une notion du danger, il a une notion de l'urgence, donc tu vas pouvoir lui apprendre chez un enfant asthmatique les soins d'urgence à faire chez lui quand il commence à sentir qu'une crise arrive. Donc, tu as beaucoup d'éducation à faire, par exemple, chez ce patient-là. Plus tôt, tu vas avoir entre 3 et 6 ans, donc je parlais des rituels, donc ça va être des séances types que tu vas mettre en place et que l'enfant, il va s'autonomiser pour aller chercher tel matériel, le nettoyer, etc. Il y a des petites choses, voilà, tu vas apprendre le lavage de mains, même si maintenant tous les enfants sont au taquet avec le Covid. Mais voilà, il y a des choses, le mouchage, que l'enfant y participe, qu'il le fasse tout seul. C'est des choses que tu vas ritualiser pour cet âge-là, etc., etc. Donc en fait, en fonction des âges différents, tu vas avoir des notions de compréhension qui apparaissent de plus en plus importantes. Par exemple, à partir entre 3 et 6 ans, l'enfant, il comprend absolument pas des phrases compliquées. Il faut vraiment que les phrases soient très simples, des idées, une idée par phrase. Les phrases doivent être courtes. Donc, quand toi, tu veux qu'il participe à la séance, il faut que tu t'adaptes à son âge, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette formation, c'est comment je me positionne, avec quels outils je vais pouvoir le guider au mieux par rapport à sa pathologie. Et certains patients, tu les vois presque tous les jours, a priori, sur certaines pathologies. Et la participation des parents est active dès le début ou bien c'est progressif? Alors, ça dépend de la pathologie, mais les parents, ma première séance pour moi dure toujours 1 heure pour que les parents prennent le temps de poser leurs questions, que je prenne le temps de voir avec eux, voilà, tout ce contrat d'éducation, faire le diagnostic différentiel de ce qu'ils savent de la pathologie, des choses vers quoi on va aller. Et puis de discuter ensemble des objectifs aussi. Par exemple, je parle de kiné respiratoire, mais sur plein de pathologies, je vais apprendre aux parents certaines techniques pour prévoir certaines vacances ou pour les week-ends quand je suis pas là. Enfin, voilà, il y a un échange à faire avec eux, mais qui est très précoce. Au contraire, plus le parent est présent dans la prise en charge, plus il est présent initialement, plus vite il va pouvoir reproduire à la maison les mêmes gestes, le même guidage et du coup aider l'enfant à ce qu'il y ait une continuité de soins qui soit avec le kiné, mais aussi après avec les autres intervenants, parce que moi j'ai des contacts avec les pneumologues, mais j'ai pas forcément des contacts avec l'infirmière qui va voir l'enfant ou d'autres professionnels de santé, et c'est ça qui va permettre, c'est eux qui vont faire le lien aussi avec tout ce corps médical. Avec donc pédiatre, infirmière, etc. Tu arrives
à être en pluridisciplinarité. C'est ça, c'est l'objectif, ouais. Ouais. Quelle est la principale contre-indication de la kiné? Il y aurait une contre-indication particulière ou pas? Quelque chose de rédhibitoire, quelque chose de bloquant qui empêche la participation du bébé, de l'enfant, pardon? Non. Non, il n'y en a pas. Non, en fait, il y a des contre-indications. Ah, si, enfin, il y a des contre-indications à réaliser une kiné respiratoire, Oui. tout simplement. Par exemple, je prends dans le cas de la bronchiolite, il y a des critères quand tu es en libéral, par exemple. Quand tu suis la conférence de consensus qui a été réalisée en 2010, où clairement il y a des critères d'hospitalisation de l'enfant, où par exemple un enfant de moins de 3 mois qui est prématuré, tu vas l'envoyer directement aux urgences. Un enfant qui a une cardiopathie pareille, des troubles alimentaires, un enfant qui n'a pas mangé pendant, enfin moins de la moitié de ses rations depuis 24 heures, tu l'envoies aux urgences, t'as une peur bleue de la déshydratation. Donc oui, il y a plein de contre-indications à faire de la kinésithérapie respiratoire. Donc c'est pour ça que c'est important, comme on disait tout à l'heure, de connaître la théorie par rapport aux différentes pathologies. Pareil, tu prends un enfant qui a la mucoviscidose, à partir du moment où tu as un crachat qui est sanglant, il faut que tu te rapproches du pneumologue, tu vas arrêter de le faire cracher, tu vas parler d'hémoptysie et tu vas dire, ah là, je le fais plus cracher, je vais le faire ventiler, je vais éviter tout crachat, je vais éviter tout. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir apprendre à faire. Par exemple, c'est pareil sur la prise d'aérosol, il y a des contre-indications à faire certains aérosols juste avant une séance de kinésithérapie respiratoire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants à faire. Enfin, voilà, il y a des notions théoriques importantes dans toutes les pathologies. Donc là, nous, on a ciblé la bronchiolite, l'asthme du nourrisson et la mucoviscidose parce que c'est quand même les 3 grosses pathologies qu'on voit quotidiennement en libéral ou à l'hôpital, en fait. Et donc, tu parles de formation. Cette formation dure combien de temps? La formation dure 2 jours. Elle sera sur plusieurs lieux en France. Il y a de la théorie, de la pratique, beaucoup de et du bon sens. Et du bon sens et voilà, des choses ludiques et joyeuses et voilà. Et beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Et voilà, c'est peut-être que ce que j'espère qu'il va plaire aux gens, c'est voilà, ce que j'apporte, c'est vraiment de la pratique, c'est du vécu, c'est de faire ça tous les jours au quotidien dans ma pratique. Et un questionnement, un raisonnement que j'ai eu parce que du coup, je suis aussi formatrice en école et c'est ce que j'apporte aux étudiants, voilà, des cas concrets, des choses qu'on voit régulièrement avec des patients et des raisonnements qu'on doit se poser tous les jours si on est intéressé par la kiné respiratoire. Voilà. C'est l'expérience et du libéral et de l'hospitalier et de l'enseignement. Donc cette formation se retrouve sur PhysioLearn et Edelweiss sur 2 jours. C'est ça. Merci Sonia, merci pour tout ce que tu as fait. Parfait. À très bientôt, merci. Au revoir.